Que gourmand de sang, mon cousin, vous accompagnera. C'est un garçon très courageux et fier d'avoir été choisi. Je te présente le fameux cousin dont je t'ai parlé. Enchantée. Rassure-toi, ce sont des Aztèques. Ah. Nous sommes des guerriers aztèques. Nous sommes venus vous escorter. Tous ces gens ont l'air paisibles, sauf cet homme là-bas qui court. C'est un courrier aztèque qui porte un message. C'est écrit sur un rouleau de papyrus qu'il transmettra de courrier en courrier. C'est une façon de communiquer très pratique et très rapide. Princesse Pocahontas, nous allons malheureusement devoir nous arrêter ici. Et il faudra camper en plein champ avant de traverser une région infestée de brigands. Nous veillerons sur vous toute la nuit. C'est gentil, mais rassure-toi, toute l'escorte de Pocahontas est composée de guerriers valeureux. Tu vois que tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je ne crois pas que vous aurez besoin de monter la garde. Ne sois pas vexé. Avec les guerriers de mon escorte, je me sens en sûreté. Mais je t'en prie, à partir de maintenant, ne m'appelle plus princesse. Et dis-moi plutôt quel est ton nom, belle aztèque. Je fais partie de l'ordre des guerriers de la flèche. Mon surnom est Héron Rouge. Pourtant, je n'ai pas les pattes aussi longues. Vous ne trouvez pas? Héron rouge, que représentent ces énormes têtes? Est-ce un genre de totem? Non, ce sont les Olmecs qui les ont sculptés, un peuple qui n'existe plus. Ces têtes représentent les têtes des géants qui, bien avant nous, peuplaient la Terre. C'est une blague, les géants n'ont jamais existé. Et pourtant, il y a quelques années, nous avons trouvé un fémur de la taille d'un homme. Chez nous aussi, on trouve des ossements bizarres. Ce sont les restes des animaux de l'ancien temps. Et là, il est évident qu'il s'agit de têtes humaines. Pour moi, ce sont bien des géants qui vivaient ici. Demain, vous dormirez dans une auberge. Et après-demain, nous arriverons enfin à notre capitale, Tenochtitlan. Est-ce une ville aussi grande et aussi belle que Uxmal que nous venons de quitter? C'est bien plus grand et bien plus beau que la ville des Mayas. Il faut dire que les Mayas avaient beaucoup plus d'importance autrefois qu'aujourd'hui. Et le centre religieux d'Uxmal a périclité. La ville de Tenochtitlan devient par contre plus belle et plus grande d'année en année. Vous allez voir. Si je comprends bien, vous avez dû soumettre toutes les populations. Nous nous sommes battus contre quelques peuples, mais les autres sont vite devenus nos alliés. Chaque peuple garde son organisation et son chef, mais nous leur demandons de nous payer un tribut. Et les sacrifices humains, qu'est-ce que vous en faites? Mes soldats et moi avons entendu le discours de Pocahontas à Uxmal. Mais aussi bien pour les Mayas que pour nous, les Aztèques, nous pouvons l'admettre. Toutes les nations du monde offrent des sacrifices humains à leurs dieux. Pour chacun d'entre nous, être choisi pour un sacrifice est un honneur et un hommage à la divinité. Cela fait partie de la coutume de nos religions. Nous appelons ça la mort fleurie, que l'on rencontre seulement au cœur de notre monde unique. Cette coutume a été admise depuis longtemps dans toutes nos tribus. Mais le soldat victorieux, il doit échapper à ce sacrifice. Non, il combat pour témoigner de sa bravoure et de sa valeur. Mais si vous avez soumis toutes les tribus, comment trouvez-vous des gens à sacrifier? C'est justement le problème. Nous faisons de moins en moins de sacrifices et maintenant les dieux sont mécontents. Ils provoquent des cataclysmes, des tremblements de terre. Alors, comment avez-vous fait pour trouver des victimes? Nous avons inventé ce que nous appelons la guerre des fleurs. Toutes les tribus se battent entre elles, dans le but d'obtenir des prisonniers destinés au sacrifice. La dernière guerre des fleurs a été très longue, et pour l'inauguration de la nouvelle pyramide de Tenochtitlan, 20 000 prisonniers ont été sacrifiés en 3 jours.
Le roi de Texcoco, la ville où nous arrivons, désire vous offrir à vous et votre escorte l'hospitalité pour la nuit. Texcoco est une ville puissante, dont le roi est un allié important. C'est un souverain très sage et intelligent. Il se nomme Nezahualpilli, et il éduque dans son palais les personnes les plus méritantes. Ses leçons sont données par de véritables professeurs, sans tenir compte des différences sociales. Et toi, comment fais-tu pour savoir tant de choses? Je suis né dans une pauvre famille de paysans près de Tenochtitlan. Un jour, le seigneur de Texcoco m'a appelé et m'a fait instruire parce que quelqu'un lui avait dit que j'avais des qualités. Viens voir la salle de bain. Il faut que je te donne quelques explications qui te seront utiles. Allez, debout, suis-moi. Viens voir. Si un notable essaie de fuir la mort, ce serait un déshonneur pour lui, sa famille et sa ville. La mort fleurie est une éventualité qui nous guette toute la vie. Nous avons été élevés dans l'idée d'accepter avec honneur les imprévus de l'existence. Mais vous avez toujours admis cette idée de sacrifice? Non, avant l'arrivée des Mexicas ou des Aztèques, les sacrifices humains étaient moins fréquents. Les Mexicas ou les Aztèques sont les derniers arrivés dans ce pays. Ils venaient s'y réfugier. S'ils étaient venus se réfugier, ils auraient dû se plier aux lois du pays. Et pourtant, il est évident qu'ils en sont devenus les maîtres. À leur arrivée, nous leur avons donné une petite île au milieu d'un lac. Mais comme ils n'auraient pas pu réussir à nourrir leur famille, ils inventèrent une nouvelle méthode pour cultiver le maïs. Ils ancrèrent de grands bateaux au milieu du lac. Ils les couvrirent de terre et plantèrent le maïs. Après plusieurs années, ils construisirent de nouveaux radeaux et renouvelèrent l'opération. C'est ainsi qu'ils survécurent et devinrent prospères. Et puis ils ont démontré qu'ils étaient des guerriers formidables et des politiciens de premier ordre. Alors toutes les populations de la région furent obligées de devenir leurs alliés. Ils s'inventèrent un passé glorieux et détruisirent tous nos livres pour en réécrire d'autres à leur gloire. Mais les Aztèques ne pouvaient pas détruire les preuves des autres civilisations qui avaient existé bien avant leur arrivée. Nezahualpilli, tu penses certainement à quelque chose de très précis. Oui, je pense aux ruines de Teotihuacan et de Tuxtla. Ces villes avaient été plus grandes et plus peuplées que ne pourrait l'être Tenochtitlan. Les Aztèques appelaient maintenant Teotihuacan le lieu où les dieux se réunissent. Mais Teotihuacan et Tuxtla ont été construites par les Toltecs. Nous savons par leur peinture murale qu'ils ne feraient jamais de sacrifice humain à leurs dieux, mais seulement des fleurs, des papillons et des oiseaux. Une seule peinture représente un guerrier qui se limite à jouer à la guerre. Le bout de sa lance est orné de plumes. Leur dieu était pacifique et l'un d'eux, Quetzalcoatl, est adoré par toutes les tribus. Quetzalcoatl, le serpent à plumes, force et grâce en même temps, une union qui paraît insolite. Regardez, c'est une reproduction d'une peinture toltèque qui le représente. Mais ce n'est pas un dieu ni un serpent, c'est un homme blanc avec de la barbe. Oh, on dirait un espagnol. Oui, j'ai en effet entendu parler des hommes blancs qui vivaient auprès de nos voisins les Mayas. C'est pourquoi nous avons pensé que la prédiction se réalisait. Mais quelle est cette prédiction? Il faut que je vous raconte l'histoire de Quetzalcoatl, que les Mayas avaient nommé Kukulkan. Nous savons que les Toltecs étaient très différents de nous. Ils avaient de la barbe et cultivaient la terre à tel point que les déserts n'existaient pas.
Quetzalcoatl était un bon roi et un grand savant qui inventa les calendriers, les cartes des étoiles, les chiffres que nous employons et beaucoup de recettes de cuisine. On dit aussi que pendant son règne, le coton poussait de toutes les couleurs, comme s'il était déjà teint. Quant au maïs, chaque épi était tellement gros qu'un homme seul avait du mal à le porter. Et ensuite, qu'est-il arrivé? Cette histoire est trop belle, il a dû arriver quelque chose. La légende dit qu'un jour il commit une erreur qui était contraire à son noble comportement. Il alla au bord de l'océan oriental, construisit un radeau. Il partit en promettant de revenir. Depuis, Quetzalcoatl, le serpent à plumes, est vénéré par toutes les tribus. Et quand les Espagnols ont débarqué, vous avez pensé que Quetzalcoatl et les Toltecs étaient de retour? Non, ce n'est pas moi qui ai pensé à ça. À la mort de Huitzilopochtli, chef des Aztèques, son fils, Cuauhtémoc, n'a pas été choisi pour lui succéder. Ce fut au contraire son neveu Montezuma qui fut désigné pour la charge suprême. C'était un homme indécis et obsédé par l'avenir. Et quand les Espagnols ont débarqué, c'est lui qui a cru au retour de Quetzalcoatl et des Toltecs. Et c'est cette conviction qui lui a dicté ensuite sa conduite. Au revoir! C'est vraiment extraordinaire que nous ayons pu nous arrêter ici et faire la connaissance de ce grand chef avant de nous rendre à Tenochtitlan. Nous avons compris l'histoire des Mayas et des Aztèques. Tu as raison, je suis content aussi d'avoir connu ce grand chef Netzahualpili. D'après ce que j'ai compris, Tenochtitlan doit être une ville splendide. Je me demande pourquoi ce chef ne portait pas les insignes qui sont ceux de son rang. Il me l'a dit. C'est parce qu'un homme ne doit montrer que ce qu'il a pu conquérir personnellement. Je porterai toujours dans mon cœur ses poésies et celles de son père qu'il nous a récitées hier soir. Moi aussi, je les ai dans mon cœur. Je les ai déjà toutes apprises. Le cercle de la vie se déroule sans fin chaque fois que le soleil se lève le matin. Suivons bien les leçons laissées par nos ancêtres. Le respect de la nature et de tout ce qu'il y a comme être. L'éclat du ruisseau clair, c'est le sang de nos veines. La mer a des reflets qui sont autant d'aubaines dont l'homme a profité sans faire le moindre effort. Tandis que pour la guerre, il veut devenir fort.